Bonjour à toutes et à tous, nous voici aujourd'hui pour parler de la peinture à la Belle Époque. Nous revenons un tout petit peu en arrière à la moitié du 19e siècle pour parler des pré-raphaélites. Alors, Raphaël, nous en avons déjà parlé en quatrième avec par exemple l'école d'Athènes. Nous sommes à la Renaissance, au XVIe siècle, je vous le rappelle. Alors, par rapport au Moyen-Âge, quel est l'élément différent, principal, qui est apporté par la Renaissance italienne? Vous observez le sol, vous observez le centre. Vous remarquez qu'en effet, le sol est décrit de manière rationnelle avec une perspective linéaire, un point de fuite. De même, au centre se trouve l'élément important, à savoir Platon qui montre le ciel et Aristote qui montre la terre. Faut-il, c'est une réflexion quant à la connaissance, faut-il d'abord avoir les idées, la théorie, ou d'abord observer ce qui existe pour connaître? Donc c'est une réflexion rationnelle sur le savoir. Eh bien, les pré-raphaélites s'opposent à cette rationalisation et préfèrent à cela le spirituel, le symbolique, l'aspect poétique. Alors, ils vont le trouver par exemple dans les fleurs. La symbolique des fleurs à l'époque victorienne, par exemple, les pensées représentaient l'amour vain. Nous avions la violette qui représentait la fidélité, qui va se retrouver autour du cou d'Ophélia. Les myosotis, qui en anglais se disent forget me not, donc ça représente le souvenir. La rose, la beauté, la jeunesse, l'amour. Donc ces fleurs vont se retrouver sur ce tableau de John Everett Millais, Ophélia. Vous pouvez observer et voir si vous les retrouvez, la rose, les violettes, les myosotis. Donc vous les remarquez autour de son cou, sur sa robe, l'amour vain, la jeunesse, la beauté, le souvenir, la fidélité. Alors que pourraient signifier toutes ces fleurs autour d'Ophélia? Qui était Ophélie? Ophélie est un personnage donc imaginé par Shakespeare dans sa pièce Hamlet. C'est une jeune fille qui est amoureuse du prince Hamlet, qui fait semblant d'être fou pour vérifier si son oncle a bien tué son père. Elle croit qu'elle est délaissée et donc elle devient folle et se noie. Ici, on ne sait pas si on est au moment où elle est encore vivante ou si elle est morte. Mais donc c'est une jeunesse qui est morte par amour. Vous avez le très beau film que nous avons vu, Hamlet 2000 avec Ethan Hawke, où on avait bien repris l'idée donc des fleurs sous forme là de cartes. C'est un super beau film. Alors je vous conseille de regarder 4 petites minutes d'entrée libre sur les pré-raphaélites pour vous interroger sur qui étaient ces jeunes gens, comment ils voulaient démocratiser la beauté, ce que ça signifiait et comment ils voyaient la femme. Donc ce sont des jeunes gens qui sont étudiants en art, en peinture à la Royal Academy. Rossetti sera aussi poète en plus. Il refuse donc cet art destiné aux aristocrates, il recherche quelque chose de plus religieux, qui a un sens plus profond. Ils veulent démocratiser la beauté, c'est-à-dire qu'elle se trouve partout. Et donc dans cette deuxième vague, il y aura 2 vagues dans les pré-raphaélites. Ils vont donc se consacrer surtout, par exemple, au papier peint, au miroir décoré, donc à retrouver cette beauté partout dans la vie. La femme est vue de manière assez ambivalente. Elle est à la fois belle, sensuelle, lascive et en même temps mystérieuse. Elle semble détenir un secret. Ce tableau, Ophélia, est présenté à la deuxième exposition universelle à Paris en 1855. Vous voyez ici l'inauguration par Napoléon III, le second empereur. Et donc Baudelaire, qui était critique d'art et qui aussi était traducteur, je vous le rappelle, d'Edgar Allan Poe dans le fantastique, a certainement vu ces pré-raphaélites, puisqu'il a assisté à cette exposition universelle. Ceux qui ne l'ont pas vu ont peut-être vu des photographies, parce que ces pré-raphaélites seront donc fort diffusés, largement diffusés grâce à la photographie.
Rimbaud, qui n'a pas pu assister à cette exposition universelle, a sans doute vu une photographie du tableau. Alors, à travers l'exposition universelle de 1855, les photographies et cette anglophilie, je rappelle que Mallarmé était professeur d'anglais, que Baudelaire traduit Poe, donc on connaît l'univers des pré-raphaélites et il insufflera vraiment cette idée de spirituel, de mystérieux, de poétique, de symbolique. On voit par exemple Mallarmé qui écrit un poème sur les fleurs, Verlaine qui reprend un tableau de Rossetti avec le même titre, Monna Rosa, Knopf qui a vraiment l'idée de la femme ambivalente, et Rimbaud qui compose un poème à 18 ans sur justement le thème d'Ophélie. Voici le poème donc de Rimbaud. Il n'a que 18 ans, il compose un long poème. Ici, je n'ai repris que les 3 premières strophes. Je vous demande de les lire et d'observer un peu la longueur des vers, le nombre de vers par strophe, s'il y a des rimes qui reviennent, donc comment elles sont articulées, et si certains sons reviennent. Voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir. Voici plus de 1000 ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir. C'est que la voix des mers folles, immense râle, brisait ton sein d'enfant, trop humain et trop doux. C'est qu'un matin d'avril, un beau cavalier pâle, un pauvre fou, s'assit muet à tes genoux. Ciel, amour, liberté, quel rêve aux pauvres folles, tu te fondais à lui comme une neige au feu, tes grandes visions étranglaient ta parole, et l'infini terrible effara ton œil bleu. Alors, vous remarquez au niveau de la longueur des vers qu'il s'agit en effet d'alexandrins, de vers de 12 pieds, regroupés par 4, donc des quatrains, avec des rimes croisées, Ophélie, folie, noir, soir. Donc c'est très travaillé. Des sons se répètent. Le son en dans la première strophe, Milan, blanc, romance. Dans la deuxième strophe, nous avons le son M, très doux, donc mer, immense, humain, matin, muet. Et la troisième strophe, nous avons le L, liquide, ciel, liberté, quelle folie, lui, l'infini, terrible, bleu. Donc le L qui se répète. Donc tout ça montre que c'est un poème très travaillé qui d'ailleurs a été dédié à Théodore de Banville, un représentant du Parnasse. Donc Rimbaud se voulait parnassien au début. Il fait attention à la beauté, la vision des choses et la beauté des mots. Qu'est-ce qu'elle pourrait représenter? Eh bien, quelques indices peut-être. Dans la première strophe, on parle de douce folie, de romance, donc l'histoire d'amour. On parle aussi d'un beau cavalier dans la deuxième strophe. Dans la troisième, elles se font comme neige et feu. On parle d'amour, de liberté, de terrible. Donc, on suppose que ça pourrait parler d'une jeune fille donc, qui est amoureuse, qui est libre, mais qui est morte d'avoir vécu libre. Selon certains, ça pourrait représenter Rimbaud lui-même, qui, très audacieux dans sa vie ou dans sa poésie, le payait cher. Alors ici, on montre le va-et-vient entre la peinture et la poésie. Donc, nous avons quelques vers de Policien, qui est un poète philologue italien de la Renaissance, avec un manteau d'or, un collier et des bagues. Il lui plaît d'avoir seulement une rose dans ses cheveux, rien d'autre. Donc ça, c'est quelques vers du Policien qui inspire le tableau de Rossetti, qui est un pré-raphaélite. On retrouve en effet les roses. Et ce tableau va inspirer un poème de Verlaine, je n'ai repris que la première strophe, où l'on voit l'importance de la femme. Elle est seule au boudoir. Et il reprend aussi l'idée des couleurs, de l'aspect du rapport entre la femme et la nature. Dante Rossetti peint également Perséphone, ou bien la demoiselle du Saint Graal, ou encore Astarté, qui était une déesse dans le croissant fertile, donc déesse de la fécondité, mais aussi de la guerre, donc ambivalente.
Donc, quel point commun entre ces trois femmes, si l'on observe un peu leur apparence ou les symboles? On remarque que ce sont des femmes grandes, avec une chevelure abondante, des vêtements très riches, luxueux, et elles ont des lèvres assez charnues, elles sont sensuelles, elles ont des gestes lascifs, mais en même temps, elles sont pensives, elles sont silencieuses, elles ont l'air d'être ailleurs, et elles montrent un symbole. Donc elles semblent détenir une connaissance liée soit à la religion, soit à la nature. Dans cette deuxième vague, nous avons William Morris, donc, qui dessine des papiers peints. Qu'est-ce que vous reconnaissez comme fruit ici? Des grenades. Voilà, donc ça donne ce genre d'intérieur avec des papiers peints assez chargés. Ici, la fleur du paradis qui se trouve derrière moi, qui sent merveilleusement bon. Oui, décidément, c'est la fleur du paradis. C'est le chèvrefeuille. Voilà, donc si on associe ces papiers peints à quelque chose de plus contemporain, ça équilibre le côté chargé. Donc reprenons, ces pré-raphaélites sont des peintres de la moitié du 19e siècle, ils sont très jeunes, ils sont anglais, et ils ont un point commun avec le Parnasse, c'est qu'ils recherchent le beau avant tout, ils veulent le démocratiser, et ils ont une démarche aussi proche des architectes éclectiques, parce qu'ils vont prendre dans différentes cultures à différentes époques, que ce soit le Japon, l'Égypte, ou bien le Moyen-Âge, ou bien dans différents arts, le théâtre, la Bible, la poésie. Ils vont prendre ce qu'il y a de beau pour le reproduire. Alors, la femme sera très influente puisque nous retrouverons, par exemple, chez les symbolistes, cette femme à la fois belle, sensuelle, mais également mystérieuse, liée à la mort et à la nature. Donc, ils vont inspirer à la fois les poètes symbolistes comme Verlaine, Rimbaud ou Mallarmé, et également les peintres symbolistes comme Knopf. Donc pour récapituler, ils correspondent, donc ils vont avoir un écho dans cet esprit fin de siècle, parce qu'ils louent la beauté de la femme, de la nature, ils y cherchent des symboles. Derrière ces symboles, il y aurait une correspondance entre le microcosme, la femme, et la nature, le macrocosme. Voilà. Merci.